Bonsoir Essar. Bonsoir Tom et bonne fête de Pâques. Merci Essar. Vous de même, hein, puisque je Merci sais beaucoup. qu'en ce moment, comme la Syrie est pluri-religieuse, hein, c'est évidemment une nation laïque, mais avec de nombreuses communautés religieuses qui fêtent Pâques à plusieurs moments de cette période si spéciale justement des fêtes de Pâques. Alors Essar, Tout à fait. nous sommes arrivés au site numéro 37, nous sommes le 6 avril 2018 et d'aborder le sujet qui vous est cher, avant de bien entendu parler du site web proprement dit, je Mhm. voulais quand même mettre l'accent, compte tenu des événements, et on aura l'occasion dans le site web d'en parler avec vous, Essar, concernant l'affaire Mhm. Skripal, concernant le premier anniversaire de la mascarade de Rancheroun qui a servi aux Américains à bombarder la base aérienne de Cherat. Euh, il faut Mhm. encore une fois mettre l'accent sur le fait que les pays occidentaux essayent par-dessus tout et par tous les moyens de provoquer un false flag à l'arme chimique, hein, qui sera ensuite bien évidemment, on dirait, reporté sur la tête des autorités syriennes pour justifier ce bombardement que donc les Occidentaux veulent absolument effectuer sur les bâtiments du gouvernement syrien à Damas, et bien évidemment avec l'espoir non dissimulé de tuer Bachar al-Assad, le président syrien. Voilà, donc il faut savoir qu'une alerte a été lancée par les Russes du centre de réconciliation des partis, qui explique que c'est pas déterminé, mais des groupes illégaux, des terroristes donc, essayent de fomenter un attentat sous fausse bannière, donc un false flag à l'arme chimique, du côté de Dera, c'est-à-dire dans le sud de la Syrie, cette partie occupée par les terroristes, mais qui sont très directement sponsorisés, aidés, armés et drivés par les Américains à partir de la Jordanie et bien sûr d'Israël. Tout à fait. Alors moi d'abord j'aurais voulu effectivement qu'on parle de ces semaines, de ces vendredis du retour qui sont organisés en Palestine occupée, en contestation et protestation contre le transfert à Jérusalem de la capitale israélienne, que les Palestiniens que je salue et dont je salue la lutte et la persistance dans la lutte, et puis que je soutiens parfaitement. Je voudrais les saluer, je voudrais saluer cette lutte, et puis je voudrais aussi rappeler que hier, toute la journée, ça a été une très grande marche pour la liberté et pour le retour, pour le droit au retour, contre l'occupation, contre l'extension des colonisations et contre les tueries que fait le pouvoir israélien d'occupation en toute impunité, que le monde entier regarde sans broncher, des milliers de morts et des milliers de blessés, des centaines de morts et des milliers de blessés, alors que les Palestiniens réclament un droit tout à fait naturel, leur droit à leur terre, leur droit à revenir chez eux, à être chez eux, et l'interdiction à tous ces colons d'occuper la Palestine et de s'étendre sur les lieux et sur les villes et sur les villages palestiniens. Sachez qu'il y a quand même des centaines ou des dizaines de décisions de l'ONU qui ont été faites. La première, c'est la décision 242 qui exige le retour des Israéliens aux frontières de 67, hein,
et donc la libération de tous les territoires qui ont été occupés après 67, de la même manière d'ailleurs que la libération du Golan. Et en fait, Israël non seulement fait fi de toutes ces décisions, mais continue de progresser et de grignoter les territoires palestiniens à coup de colonisation et à coup aussi d'agression contre le peuple palestinien, contre tous les jeunes, les villes, dans les campagnes. Je rappelle qu'il y a quand même des villages dans le rôle de la Palestine qui ont été démolis une centaine de fois. Ils démolissent les maisons, ils arrachent les plantations, ils arrachent les oliviers, ils arrachent les cultures. Et pire encore, aujourd'hui, ils tuent aussi le bétail, en plus des gens. Donc il y a une volonté réelle d'affamer la population et puis de pousser les Palestiniens à quitter, alors qu'ils sont déterminés à s'enraciner dans leur terre pour la défendre et pour rester là. C'est leur terre et ils ne quitteront pas. Donc je les salue et je dis nous sommes tous dans le même combat contre le sionisme et contre les États-Unis et contre les volontés hégémoniques des États-Unis et des pays occidentaux contre notre région. Voilà. Oui, c'était très important de faire cette parenthèse. Je voulais aller dans les détails parce que c'est dans les détails qu'on trouve à quel point la criminalité de l'État israélien est manifeste. C'est que cette fameuse manifestation du retour, hein, de la revendication du retour, a été, comment je dirais, entachée d'un bilan humain catastrophique, puisque 17 Palestiniens, jusqu'à très récemment, hein, alors j'espère qu'il n'y en a pas d'autres, bien entendu, 17 Palestiniens sont morts. Il y a eu plus de 1500 blessés, mais ce qui est très important, et c'est comme je disais tout à l'instant, c'est dans les détails qu'on voit la détermination criminelle de l'État israélien, c'est l'entité israélienne plus exactement, c'est le fait que parmi les 1500 blessés, il y a eu plus de 758 blessés par balle. Ce qui veut dire que s'il y a eu 17 morts, les 758 autres Palestiniens étaient en sursis puisque ils s'en sont tirés entre guillemets par une blessure parce que le sniper israélien n'a pas réussi à viser la tête ou le cœur. Hein. Donc ça a toute comment je dirais c'est l'illustration de l'extrême perversité criminelle des soldats israéliens face à une manifestation pacifique qui a été soi-disant celle d'une tentative du Hamas de s'attaquer aux barbelés, alors qu'en réalité on voit très bien par des images amateurs que on a affaire à des jeunes qui transportent des pneus, qui courent désarmés, donc on n'a pas du tout affaire à une soi-disant attaque terroriste qui justifierait des atrocités de ce genre. Donc effectivement, et le pire c'est que l'entité israélienne se moque totalement des protestations internationales du fait de son comportement criminel, et pire encore, menace de recourir aux mêmes méthodes pour les prochains jours où une nouvelle manifestation de Palestiniens est en préparation. Tout à fait, mais en plus aussi, je tiens quand même à rappeler et à le dire haut et fort que cette manifestation était une manifestation tout à fait pacifique, qui ne visait qu'à affirmer le droit au retour des Palestiniens et qui n'a agressé personne. Donc l'armée israélienne agresse une manifestation pacifique, totalement pacifique, par balle. Il les agresse par balle et par gaz qui provoque des étouffements
et qui provoque des problèmes de santé profonds, respiratoire, mais aussi en même temps des paralysies et voilà, il provoque des paralysies et des étouffements. Et en même temps, donc, il tire par balle réellement, par balle réelle et par en fait, par les balles vives, hein, comme on dit, sur ces manifestants qui ne cherchaient qu'à affirmer leurs droits, tout simplement. Voilà. Là-dessus, je voudrais dire quand même que aussi les victoires de la Syrie vont dans le même sens que le soutien objectif aux Palestiniens, puisque l'agression contre la Syrie visait l'agression et cette guerre contre la Syrie visait particulièrement à occuper la Syrie à affaiblir la Syrie pour que qu'on finisse la question palestinienne et que on impose des solutions alors que les pays arabes sont occupés à autre chose, notamment la Syrie en fait, la Syrie qui est le principal soutien des Palestiniens, disons-le. Alors puisque vous abordez maintenant la Syrie, on va entamer le site proprement dit. Oui. Beaucoup de choses se sont produites tout dernièrement, depuis en particulier notre émission spéciale sur la Routa orientale. Hein, et la Routa orientale va occuper une partie non négligeable de ce site également, puisque nous arrivons finalement à la fin de l'occupation terroriste de la Routa orientale. Alors je vous laisse nous en parler, mais apparemment l'issue est maintenant imminente. L'issue de cette bataille contre les terroristes de la Routa orientale apparemment est imminente, puisque vous m'avez annoncé qu'une dernière offensive de l'armée syrienne était lancée depuis une petite heure maintenant, ou 1h30. Hein. Exactement, depuis à partir de 6 heures en fait, donc il y a 3 heures exactement, effectivement. Alors là-dessus, ce que je voudrais dire quand même, c'est que la bataille de la Routa a été très rapide. La libération des villes de Jobar, Saqba, Hamouriye, Kafar Batna et toutes les villes en fait, Ain Tarma, toutes les villes et Harasta a été faite de manière très très rapide. En 4 jours, ça a été terminé. En fait, ça a été, comment dire, les phases ont été, la route a été découpée en 3 secteurs par l'armée syrienne. Les secteurs, le secteur de Douma était d'un côté, de l'autre côté Harasta au milieu, et puis le 3e côté Jobar et Ain Tarma, Sa'ba et les autres villes. Donc ce découpage a permis d'encercler chacune des factions terroristes qui occupent cette partie. Ça leur a donné un coup au moral, hein? Oui, tout à fait. Al-Nusra d'un côté, Faylaq al-Rahman de l'autre, et puis Jaish al-Islam à Douma. Donc en fait, très rapidement, on peut dire que d'abord il y a eu donc au lendemain des accords de l'accord 2401, tout de suite des journées entières où un arrêt des opérations. On a garder donc des passages sécurisés pour la population. Les terroristes tiraient sur ces passages pour interdire la population. Je fais un résumé très rapide. Hein. Oui, oui. Et
après, les gens ont commencé dans les différentes villes à se rebeller contre les terroristes, sentant donc l'armée très proche, ils ont osé se rebeller contre les terroristes, leur demandant de quitter. Il y a eu des morts, on leur a tiré dessus, etc. Mais en fait, les gens ont résisté et ils ont commencé à sortir par le passage à Louafidine, et qui ont commencé à sortir, et ils ont été accueillis donc par l'État syrien dans des centres d'hébergement provisoire où ils ont été accueillis, hébergés, soignés. On leur a offert à manger, on leur a offert aussi les soins, et surtout aussi tout le matériel nécessaire, c'est-à-dire des aides alimentaires, des aides en vêtements, et aussi des produits de nettoyage, et des habits pour les enfants, enfin des habits et tout ce qui est nécessaire pour les enfants en fait. Et pour les blessés ont été soignés. Alors, il y a eu en fait 165 000 personnes qui sont sorties dans les derniers jours. L'objectif, c'était de pouvoir écarter et sauver la population d'une éventuelle confrontation militaire qui pouvait avoir lieu, donc avec les terroristes. Mais ceci dit, ça s'est soldé très très vite, puisque effectivement l'attaque a été efficace. Ils se sont rendus, ils ont accepté de se rendre, ils se sont rendus et soumis complètement à l'armée syrienne. Ah ben oui, puisque si on oui, et ça, parce que bon, on a suivi tous les deux la progression extraordinaire de l'armée syrienne à travers la route orientale. C'est le moral des terroristes a franchi une étape décisive. C'est ce qui a. Donc ça s'est écroulé d'un seul coup. Ils se sont écroulés d'un seul coup, effectivement. Et puis les habitants, donc 165 000 personnes qui sont sorties, ont été distribuées dans des centres d'hébergement et bien accueillis. Et les terroristes, enfin l'État a mis aussi les cars verts pour sortir les terroristes jusqu'à Idlib. Ok. Et effectivement, donc des milliers de terroristes sont sortis jusqu'à Idlib, en fait, dans quelque chose comme 6190 personnes qui sont sorties de Harasta, entre hommes, femmes, etc. On a même réussi à trouver jusqu'où va le terrorisme, en fait, parce qu'il y en a qui sortaient aussi avec des ceintures explosives, hein, ah oui. pour faire exploser ça, soit dans les centres d'hébergement, soit dans les cars, pour accuser l'État syrien. Ça d'un côté. De l'autre côté, il y en a un qui avait même mis une ceinture explosive sur un bébé, sur un enfant. Donc, et heureusement que ça a été retrouvé. Et on a évité effectivement ces complications. Donc c'est dire à quel point ils sont criminels. Mais vicieux, bah, ça c'est de la perfidie, ça c'est. Absolument. Donc ça c'est quelque chose. Bon, en fait, ceux-là ils ont fini donc par partir à Idlib. Ça c'est Al-Nosra. Et avec ce départ Al-Nosra qui était dans le camp à Yarmouk aussi, c'est parti avec eux, donc à Idlib. À Idlib, ils ont été très mal accueillis, mais en fait, ils ont commencé à se battre entre eux, et ça ne regarde pas. De toute façon, ils s'entretuent, et c'est tant mieux. Par contre, en fait, très vite, hein, l'État syrien a commencé à nettoyer donc tous ces villages qui étaient libérés rapidement. On découvre à Jobar, partout on découvre des différents niveaux de tunnels, des grands tunnels qui communiquent donc d'une ville à l'autre, presque 14 à 15 kilomètres de tunnels
qui permettait à tout le monde de circuler donc d'une ville à l'autre, et y compris un tunnel qui va jusqu'à Douma, et donc qui sont, vous avez donc au niveau du sous-sol ou le plus bas, au niveau du plus bas, c'est des tunnels à 30 mètres sous terre, hein. Donc et qui ont des ouvertures de 15 mètres et de hauteur et de diamètre, hein, qui permettaient donc à des voitures et des camions de circuler. On a découvert aussi des tunnels qui continuent par des tranchées extérieures, hein, qui s'appelait d'ailleurs la tranchée de la mort, en fait, qui permettait de communiquer vers Douma, d'aller vers Douma. Des tunnels à l'intérieur, donc des niveaux, un véritable réseau et des immeubles à l'intérieur. On découvre des bureaux de commandement avec des caméras qui sont directement reliées au satellite, de l'air conditionné, de l'alimentation électrique partout. On communique donc de bureaux jusqu'à des hôpitaux de campagne qui sont équipés de manière ultra moderne avec des appareillages modernes qui ont été sans doute piqués, soit piqués aux hôpitaux syriens, soit fournis par les pourvoyeurs des terrorismes. Donc des scanners, des outils d'échographie, des outils de chirurgie et de suivi, des stocks importants, très importants de médicaments, et aussi des stocks très importants d'armes. D'armes de toutes sortes. Alors, il y avait une véritable usine de fabrication des têtes de missiles et de fabrication de boulets de mortier, avec toutes les possibilités de produits qui permettent de faire les explosifs. On est tombé aussi sur une véritable usine à armes chimiques où il y avait des tonnes de produits chimiques qui sont nécessaires pour la fabrication des armes chimiques, avec pour la fabrication aussi de charges plastiques de toutes sortes. Donc là aussi, ça montre bien qui utilise le chimique et qui utilise les armes plastiques aussi, enfin les mines. Oui. Donc un autre point qu'on avait découvert, on a découvert aussi alors à un point où c'était un des tunnels où on ne pouvait passer qu'une personne qui rampe en fait pour monter, après voir une grande salle, une grande pièce de fabrication aussi d'explosifs, mais où ils avaient piqué un missile à l'armée syrienne. Ils avaient vidé complètement le missile, la tête de missile qui a été vidée complètement. Et à côté, donc, il y avait des produits super explosifs, des produits du phosphore, etc., qui sont particuliers pour la fabrication des bombes à napalm et des bombes à phosphore. Ils s'apprêtaient à fabriquer ça, à le mettre, à bourrer donc ce moule, si on peut dire, ou ce missile à qui porte la tête de missile en fait. Ils étaient en train de préparer le remplissage de la tête de missile, voilà, avec des produits incendiaires. Voilà, tout à fait. Et alors que le missile lui-même porte les inscriptions de l'armée syrienne. Donc on voit bien. Et il y avait en même temps donc le manuel d'utilisation des produits pour le bourrer et pour faire ça. Et en plus tout le plan est non seulement de fabrication, mais aussi dire que ce missile sera envoyé à tel endroit et il y aura tout de suite, on dit c'est l'armée syrienne qui a attaqué, etc., etc. Donc en fait, tout le planning, si on peut dire, des opérations, on est tombé aussi
sur un agenda ou sur pas un papier, mais un document qui permettait le codage des différents points dans la ville qui devaient recevoir les missiles. Donc c'est le point 67, c'est par exemple l'hôpital français, le point 45, c'est l'église de ceci, c'est l'école qui est à Babtouma, ça c'est Mazé, etc. Donc toute la région, tout Damas et sa région étaient codifiés pour des points d'attaque auxquels et codifiés et planifiés et pré-programmés en fait pour l'envoi des missiles et des boules de mortier sur la ville. Donc voilà, ça c'est un petit aperçu rapide de tout ce qui a été trouvé, ajouté au fait qu'on a trouvé des tonnes et des quantités très très importantes de vivres aussi et dans ces tunnels. Alors qu'ils prétendaient, ils affamaient la population, ils prétendaient que mourir de faim. Et comme, ça c'est comme à Alep je rappelle. Pardon ? Comme à Alep Est, c'est-à-dire que les Occidentaux dénonçaient la soi-disant méchanceté du gouvernement syrien qui ne voulait pas laisser passer les convois humanitaires. Enfin, on rappelle quand même que les Américains, c'est ce qu'ils font à Al-Temf, avec le camp de réfugiés d'Al-Rukban. Donc les terroristes s'accaparent les aides humanitaires, les médicaments, tout le nécessaire, revendent une toute petite partie à un prix absolument exorbitant aux habitants maintenus comme boucliers humains. Donc on a un remake en fait d'Alep Est. Tout à fait. Et toujours avec les mêmes campagnes internationales qui accompagnent, donc allant d'une réunion du Conseil de sécurité au Conseil qui est spéciale Routa, à une réunion de l'ONU spéciale Routa, une réunion de la commission d'interdiction des armes chimiques spéciale Routa qui a lieu maintenant d'ailleurs pour la deuxième fois parce que la première elle avait eu lieu le 13 mars, la précédente, et puis à une réunion du Conseil des droits de l'homme et tout le temps on essaye de faire voter des motions contre la Syrie et en agitant toujours le false flag de l'humain, des droits de l'homme d'un côté, de l'affamation de la population un deuxième côté et des armes chimiques du troisième côté. Alors que ce sont des mensonges explicites et maintenant on voit que ceux qui alimentent ces mensonges et toutes les simulations, pas les simulations, en fait, ce sont eux qui font les crimes et ils veulent en accuser toujours l'État syrien. Donc, d'ailleurs, Essar, justement, excusez-moi de vous interrompre juste un petit instant. C'est pour inciter nos vidéos spectateurs et spectatrices à aller dans la description de la vidéo. Bah, ça vous permet de boire un coup parce que, évidemment, à force de parler, c'est pas évident. C'est d'inviter donc nos vidéos spectateurs et spectatrices à aller dans la description de cette vidéo pour retrouver des liens, en particulier le lien pour voir la vidéo de la réunion du Conseil de sécurité du 4 avril 2018, c'est-à-dire avant-hier, pour se rendre compte à quel point les Occidentaux sont vicieux et affirment des choses péremptoirement, sans preuve, pour essayer d'acculer la Syrie et la Russie en même temps. Et d'ailleurs, il y aura évidemment aussi la vidéo de la réunion exceptionnelle demandée par la Russie sur l'affaire Skripal, parce que encore une fois, les Occidentaux utilisent la Syrie comme argument pour dire que les Russes sont des gens méchants parce qu'ils soutiennent un gouvernement syrien méchant. Donc j'invite donc tous nos vidéos spectateurs et spectatrices à consulter la description pour aller voir ces vidéos de réunion du Conseil de sécurité absolument hallucinantes, de mauvaise foi. J'en profite aussi pour inviter tout le monde à voir les vidéos
de l'agence SANA, c'est-à-dire c'est l'agence syrienne, euh, Syrian Arab News Agency, en fait, qui existe en anglais et qui met toutes les vidéos justement concernant ces tunnels et concernant tout ce qui a été trouvé dans les tunnels, mais aussi les témoignages de la population qui affirment qu'ils ont été maltraités par les terroristes et qui sont vraiment ravis de s'en débarrasser. Ça d'une part. Et puis d'autre part, c'est surtout aller voir aussi toutes ces vidéos, toutes ces photos sur Sana, sur alikhbaria.sy aussi, pour être sûr, pour regarder, voir ces tunnels immenses, ces bureaux d'ailleurs qui sont somptueux dans les souterrains, et puis tous ces dossiers qu'on a découverts, des prisons aussi, des dossiers, des salles de torture, Des charniers etc. aussi, hein, et ça. Des charniers, hein. Des charniers ont été trouvés à Tabaqa, ailleurs, effectivement. Mais aujourd'hui, la question, et si je viens aujourd'hui à Douma, la question de Douma, parce que ils ont Al-Nusra et Faylaq al-Rahman se sont rendus et ils sont partis à les terroristes. Alors certains se sont rendus, ils ont régularisé leur situation, notamment beaucoup de gens qui étaient obligés par les terroristes de porter les armes et disaient toujours on nous obligeait à partir avec eux, les hommes, et ils les obligeaient aussi à participer à creuser les tunnels, et ils crevaient de faim et ils monnayaient donc le travail. S'ils veulent manger, si vous voulez manger, il faut aller creuser des tunnels. Et ils les tabassaient et ils étaient vraiment rendus à l'état d'esclavage. Ils ont été esclavagisés. Maltraités et donc là ils en parlent de manière très claire. Ça c'est d'un côté. De l'autre côté, la population qui disait qu'ils étaient en train de toujours leur extorquer de l'argent contre la nourriture, mais des prix absolument exorbitants. Les gens ont dû vendre leurs biens, ils ont dû vendre, parce que Douma, la Ghouta, c'est quand même une région assez riche. Comme je disais la dernière fois, c'est le verger de la Syrie, c'est le panier alimentaire aussi de Damas, donc aussi bien en céréales, en fruits, en légumes, etc. Donc en fait, il y a des gens qui sont les gens qui travaillent, les agriculteurs de la route sont assez riches, donc ils leur ont extorqué tous leurs biens, tous leurs moyens contre de la nourriture, tout simplement. Sans parler des humiliations et de la maltraitance. Mais en plus, alors les prisonniers de ces gens-là, les prisonniers de Al-Nusra et Faylaq al-Rahman, ont été achetés vraiment par les terroristes de Jaish al-Islam qui se tiennent à Douma et qui sont aujourd'hui. Donc les terroristes à Douma, ils se sont rendus puisqu'ils étaient aussi encerclés. Ils étaient rendus il y a 3 jours, voire même une semaine. Il y a eu des gens qui sont sortis de Douma aussi, des civils de Douma qui sont sortis donc dans les camps dans les centres d'hébergement et ils ont été accueillis par l'État, la population, etc. Je peux vous dire quand même, après on y reviendra, mais quand même une logistique absolument impressionnante qui s'est mise en place pour faire manger et pour accueillir 165 000 personnes dans l'espace d'une semaine. C'est quelque chose d'assez impressionnant et je tire mon chapeau au peuple syrien parce que tout le monde
s'est vraiment réuni pour les accueillir, pour leur faire à manger, pour aider en vêtements, pour aider en lait pour les bébés, pour aider en secours en toutes sortes de choses, si bien que personne n'est mal loti en fait, hein, de ces 165 000 personnes qui sont sorties en une semaine. Et ça, il ne faut pas oublier aussi Oui. le plus de 100 000 personnes qui venaient d'Afrine, hein, qui ont fui l'attaque turque, hein, qui sont ajoutées aux Absolument. 160 000 Alors, Syriens. tout à fait. Il y a eu des gens qui venaient d'Afrine, mais à Afrine, ils sont partis vers Tel Rifat, qui est du côté d'Alep, en fait. Ils sont pas arrivés à Damas, en fait. Mais ça, effectivement, c'est bien, vous faites bien d'en parler. C'est tous ces déplacements de population. Tout ça pour dire en fait que aujourd'hui la population de Douma donc a fait aussi grève pour virer les terroristes de Douma. Ils ont fini par signer. Ils détiennent un nombre important donc de personnes kidnappées, donc des détenus, et qu'ils étaient tenus de libérer. Donc jusqu'à hier, en fait, il y a eu deux caravanes, je peux dire, de terroristes qui sont partis, qui devaient aller jusqu'à Jarablus, parce que le point important pour eux, c'était ils ne voulaient pas aller à Idlib et ils ne voulaient qu'aller vers le sud. Donc pour aller rejoindre Al-Tanf. Bien sûr, nous, on n'est pas dupes, l'État syrien n'est pas dupe, la Russie non plus, puisqu'ils voulaient rejoindre Al-Tanf pour exécuter le plan qui est de Al-Tanf jusqu'à Daraa et s'attaquer à nouveau le grand triangle de la mort là pour rejoindre Israël et puis faire en sorte que Israël puisse avoir une armée un contingent supplémentaire. Oui, voilà, une armée qui lui est favorable au sein de la Syrie. Donc là, il n'en a jamais été question. Donc, ils ont fini par choisir aller à Jarablus. Or, Jarablus est sous la domination de l'armée turque hein, dans son opération qu'ils appellent Rameau de l'Olivier. Et puis, ça rappelle quand même des trucs israéliens aussi. Ils appellent ça à Rameau de l'Olivier ou Dar al-Furat. Et l'armure de l'Euphrate. Et aussi le groupe, les forces dites démocratiques, dites syriennes. À Jarablus, ils sont là. Or, il se fait que à Jarablus, ils n'ont pas accepté les terroristes de Jaish al-Islam qu'ils aillent chez eux. Donc, ils sont restés 2 jours à la porte de Jarablus. Mais en fait, après, ils sont allés à El-Bab. Ceci ne nous regarde pas puisque c'est une affaire interterroriste, je peux dire. Toujours est-il, aujourd'hui, ils ont commencé par lancer des missiles contre Damas. Hein, et là, donc, c'était une violation du traité qu'ils ont signé, puisqu'ils devaient à la fois libérer les détenus d'un côté et de l'autre côté se tenir à ne pas s'attaquer à la ville, à Damas. Or, donc, suite à cela, suite à cette violation du traité, l'armée syrienne attaque aujourd'hui après leur avoir donné comment dire un warning en fait hein, après les avoir alertés plusieurs fois. Donc là, l'armée syrienne lance l'attaque et avance très rapidement et je pense dans quelques heures, effectivement, Douma sera terminé. Donc, sera terminé pour nous, c'est-à-dire que les terroristes seront complètement défaits, soit ils se rendent complètement, ils libèrent immédiatement la totalité des détenus, ou ils seront tout de suite eux-mêmes
complètement fini. Donc voilà, là ce sont donc les... Oui, donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ce sont donc en fait les dernières heures de la bataille de la bataille de l'armée syrienne dans la Ghouta orientale. On est quasiment à la fin de cette... ce qui n'empêche pas qu'il existe quand même une poche terroriste Daesh, Front al-Nosra à Yarmouk, hein, autour de Yarmouk, c'est-à-dire dans la banlieue sud de Damas, mais pas d'une manière aussi violente, aussi menaçante que l'était la Ghouta orientale contre Damas. Alors, oui, c'est sûr, il reste à Yarmouk, il reste aussi Al-Hajar al-Aswad et Babila, Zamalka, mais ce sont effectivement, alors Al-Nusra de Yarmouk est parti avec Al-Nusra de Harasta, ils sont partis à Idlib. D'accord. Et qui d'ailleurs ont été accueillis aussi par des bagarres. Donc ils se battent en fait. Ils sont mal, comment dire, ils sont accueillis en personnes défaites et lâches en fait. Hein. D'accord. Donc ils s'entretuent effectivement, mais ça ne nous regarde pas. Mais d'un autre côté, ce que je voulais dire qui était très très important, on a vu quand même que Jobar, Kafar Batna et Harasta étaient des états-majors en fait, hein, des états-majors de ces forces de ces terroristes. Justement. Et c'est cet état-major qui a été effectivement défait, et cet état-major qui est composé aussi d'officiers de l'OTAN, hein, qui ont été aussi trouvés, arrêtés et détenus. Et comme par hasard, le jour même, Theresa May lance une attaque contre la Russie en l'accusant d'avoir tué l'espion Skripal avec des armes chimiques ou avec un produit chimique ou un gaz chimique qui est produit en Russie, alors qu'en fait, il n'y a eu absolument aucune preuve qui a été avancée. C'est exactement la même manière dont il s'attaque à la Syrie. Il n'y a absolument aucune preuve. Il refuse d'ailleurs qu'il y ait une investigation, puisque la Russie a proposé tout de suite qu'il y ait une coopération pour effectivement mener les investigations et les recherches ensemble. Elle a refusé. Il n'y a absolument pas de preuves, pas de volonté d'investigation, et il continue à lancer des accusations et des allégations contre la Russie. Pour cela, encore une fois, un false flag. Or, après, c'est en cela que le président Poutine, quand il a parlé, il a dit il faut voir les dessous de l'histoire de Skripal, il ne faut pas regarder les phénomènes de surface, faisant allusion à l'ensemble des officiers qui ont été britanniques, qui ont été arrêtés dans la Ghouta de Damas. Vous m'avez dit juste avant le début du SITREP qu'il n'y avait pas que les Britanniques, il y avait des Américains, des Israéliens, des Français. Des Israéliens, des Américains, des Turcs et des Saoudiens. Ouais, tout à fait.